mais elle est aussi mentale. Et vraiment, quand on n'a que 24 heures dans une journée, on a 2 journées, hein, ce que tu disais tout à l'heure, je vais travailler, mais je rentre chez moi, il y a aussi ma journée à la maison. En fait, c'est une souffrance. Autre chose dont je voulais parler, quand j'en ai parlé autour de moi, la question a été vécue comme une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire qu'on ne parle pas assez de ces sujets-là, c'est sous-représenté dans les médias, etc. Et ce qui revenait à chaque fois comme réponse quand je leur demandais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que je remonte, est-ce qu'il y a quelque chose que vous constatez qui vous dérange dans votre condition de femme comorienne, à chaque fois c'était lié au mariage, comme si la femme ne pouvait pas exister en dehors du mariage. C'était flagrant, et ce sont des femmes que je connais mais qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes tranches d'âge, et à chaque fois il y avait cette question de le mariage, c'est une pression sociale trop lourde, tant dans l'organisation que dans son application, ou comme on l'a décrit. Est-ce que tu penses en effet que le handa, tous les rituels et les coutumes liés au mariage sont un fardeau plus pour la femme que pour l'homme? Je vais supposer que comme 99% des musulmans, des Comoriens sont musulmans, c'est une question qui se pose particulièrement chez nous, qu'on ressent particulièrement, parce que certains vont dire que le mariage, ça accomplit la moitié de la religion. Donc il y a une injonction religieuse, en tout cas il y aurait une injonction religieuse à se marier. Et donc effectivement, on ne conçoit pas, vraiment, on ne conçoit pas qu'une femme ne puisse pas vouloir se marier, ne puisse pas avoir des enfants. Je ne suis pas sûre d'en connaître autour de moi des femmes qui n'aspirent pas. Des femmes qui se disent, bon, de toute façon, ça n'arrive pas, je suis très bien comme ça, voilà, ça va pas être une pression, j'en connais. Mais les femmes qui ne se disent pas que la finalité, à un moment donné, il faut se marier, c'est hyper rare. Et même si on le pense, on n'oserait jamais le formuler. Vraiment, c'est vu comme l'aboutissement de toute une vie. Que tu aies une carrière. Parce que quand on a la chance, on fait des études. Quand on a la chance, on a des parents qui nous encouragent à avoir une carrière, à être indépendante et autonome. Mais il y aura toujours un moment, en général c'est vers 23-25, si on n'est pas marié avant, de dire maintenant il va falloir penser à marier. Donc c'est très bien, t'as une carrière, mais on t'en passe. Ouais, alors que depuis petite, on t'a encouragé à suivre. Faut que tu sois la meilleure de ta classe, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Je faisais l'un des 5 premiers de ma classe, de la maternelle jusqu'à intégrer une prépa, etc. Et c'était vraiment c'était une fierté. Mais là, voilà, non, mais il faut que tu sois indépendante, il ne faut pas dépendre d'un homme, etc. Mais à un moment donné, arrive un âge où on te dit, en fait, ta vie n'est pas assez bien si tu n'as pas de mari. Et bien sûr, attention, après on va parler du mandat, mais le mari doit être comorien. Quand on vit aux Comores, ça peut être une évidence. Et quand on vient à l'étranger, voilà. Ce que je dis à mes parents, je vis en France, je vis dans un milieu de blancs essentiellement, français ou d'africains, mais pas de comoriens. Il va tomber où? Et donc c'est vrai qu'il y a cette espèce d'injonction des parents qui te disent voilà, il faut te marier avec un homme comorien. Et souvent l'argument qui est arrivé c'est la préservation des cultures. La préservation de la culture, j'ai entendu la culture, j'ai aussi entendu qu'en tant que femme, vraiment, on n'est rien sans mari. D'accord. Et vraiment parce que c'est pas envisageable. Alors là, je parle même pas d'autres sexualités, je parle pas de l'homosexualité, je parle pas des trans ou LGBTQ+. Ce serait 20 vidéos en plus. Ça demanderait toute une autre discussion. Mais si on parle du fait que la comorienne est censée être hétérosexuelle, c'est pas envisageable en fait. Donc cette espèce là la culture, il y a le fait qu'en tant que femme on serait incomplète sans mari, ce qui est hyper fort de dire ça. Je l'ai entendu, je l'ai vu écrit il n'y a pas longtemps sur un réseau social, sur Facebook, où la femme disait qu'on est une femme complète. C'est une femme, un homme qui tenait le discours, on est une femme complète lorsqu'on est marié, qu'on a des enfants. Et c'est hyper violent de dire ça à une femme parce que toutes les femmes ont envie de se marier. Certaines veulent se marier mais ne rencontrent personne, donc c'est déjà une douleur. Mais tu vas leur dire qu'elles ne sont pas des femmes complètes, soi-disant, parce que voilà. Et toutes les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, en fait. Et quand on ne peut pas avoir d'enfants et qu'on te dit qu'en fait ton existence ne vaut
que par ça, est-ce qu'elle reste à se pendre? Enfin, en fait, non. Il faut essayer, enfin, je pense qu'il faudrait essayer de se décentraliser un petit peu en fait. Certains aspirent au mariage, d'autres non, certains veulent des enfants, d'autres non. Ça n'en fait pas moins d'elles des femmes en fait. Oui. Puis le côté incomplet, ça fait peur parce que ça renvoie aussi à ce côté psychique, quoi. Ça veut dire qu'il te manque une case là-dedans. C'est ça, il te manque quelque chose. T'es pas un être humain en fait. Parce que, alors, une femme c'est un être humain. Oui, si un être humain n'est pas complet, ça veut dire qu'il n'est pas un être humain, c'est ça ce que ça veut dire. Donc t'es pas un être humain à part entière. Ça, je l'avais jamais entendu. Je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, et en y repensant, c'est pas la première fois que j'entends. Alors peut-être pas avec des termes aussi violents, mais je l'ai entendu. J'ai entendu une femme n'est rien sans un mari ou un enfant. D'accord. Ouais, je dis, en fait, je travaille, je suis indépendante, j'ai le droit de vivre aussi. C'est agressif, c'est violent. Si demain cette fille-là ou cette femme-là entend un discours comme ça, elle dit voilà, aujourd'hui je vais être en rupture. Je vais vous dire ciao, bye, au revoir. C'est exactement là où j'allais en venir, ça crée du rejet, de l'exclusion. Et pour ceux qui rejettent, vous allez passer à côté de personnalités formidables, vous allez passer à côté de compétences dont vous pourriez avoir besoin. La personne rejetée arrivera à se reconstruire ailleurs. Là, le monde est tellement grand et tellement vaste qu'il y a forcément des endroits qui pourront accueillir ces personnes-là. Mais ce serait dommage, et là je m'adresse vraiment à ceux qui rejettent, et je sais que les personnes qui nous regardent, vous n'êtes pas forcément dans cet état d'esprit, mais voilà, pour ces personnes-là, c'est dommage d'exclure, en fait. Vous y perdrez plus que vous n'y gagnerez. On perd en ressources, on perd en compétences, on perd en interaction. C'est une richesse d'avoir une pluralité de personnes. Et même pour cette personne-là, si je souhaite qu'elle puisse trouver ailleurs ce qu'elle ne trouve pas dans sa communauté d'origine, mais c'est pas toujours simple. Et encore une fois, tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir être en rupture communautaire et familiale, parce que souvent c'est pas que la communauté dont on se... parce que souvent les parents, le cercle familial ne comprend pas non plus. Donc on se sépare de toutes ces personnes-là. Certaines ont peut-être des connexions, un travail, etc., qui font que elles peuvent sortir de là, elles peuvent voyager, aller à l'étranger, changer de job, changer de ville, etc. Mais d'autres ne peuvent tout simplement pas. Donc, qu'est-ce que vous faites de ces personnes-là? Est-ce que vous les dites, il faut les plier, les briser pour qu'elles rentrent dans un cadre? Ou alors on se dit, on te prend tel que tu es. Voilà. Étonnamment, moi je suis pas contre le handball, je suis pour le handball. Mais parce que je trouve que ça fait partie de ma culture, c'est une tradition qui est très belle, qui a un sens. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui a un sens social, qui est symbolique d'une certaine réussite, d'une certaine élévation, d'une certaine construction de sa vie. Moi, c'est le sens premier que je lui donne. Aujourd'hui, effectivement, ça n'a pas ce sens-là. Quand j'entends parler de familles qui s'endettent pour faire le handball, ça me fait mal au cœur. Quand j'entends des familles qui disent que voilà, on ne subvient pas aux besoins financiers de nos enfants parce qu'on va aller faire le handball, ou même que des familles très riches, très aisées, qui financent le handball de leurs enfants de 20 ans qui ne savent rien, qui n'ont rien fait. Allez, mais vous êtes en train de dévoyer le sens de cette institution-là. Donc, je suis un peu mitigée je suis pour, mais j'aurais aimé qu'il ait encore le même sens. Et j'ai l'impression que les dépenses incombent plus par contre à la femme. En effet. Après, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est beau, mais c'est vraiment beau. Et chaque fois que j'y pense, je ne dis que ça. Alors qu'avant, j'avais pas du tout cette opinion-là. Je voyais que le côté dérive par rapport à l'argent, etc. Et j'en avais parlé avec une personne non comorienne. Et quand je lui décrivais le truc, elle dit en fait c'est super comme truc. C'est le mariage, donc c'est un aboutissement, mais c'est aussi un symbole de je sais m'occuper de ma famille. J'ai pu ça a cette portée-là très familiale, et de se dire que la société valorise d'abord les êtres humains avant de valoriser le matériel, c'est quand même très très beau. Et moi je le voyais pas comme ça avant. Et c'est vrai que dans d'autres sociétés comme dans celle
où l'on vit, là en France par exemple. Donc c'est pas non plus une mauvaise chose, mais le regard est différent. On voit l'accomplissement qu'à travers les acquisitions, voilà, la belle voiture, la belle maison, etc. Alors que là, pas du tout. Mais quand on voit voilà, toutes les dérives, toutes les dépenses que ça engendre, des gens qui vont le temps voilà, d'un mariage vivre au-dessus de leurs moyens, mais alors ça m'épate parce qu'en fait on connaît l'avant, on connaît l'après. Bien sûr. Pourquoi en fait voilà, autant de faste et de. Voilà. Après, là-dessus, ça dépend des. Ah là, on est vraiment Gazidja centré. Vraiment. Parce que on voyait à un genre, le Honda, c'est pas les mêmes dépenses nécessairement, c'est pas nécessairement les mêmes injonctions. Mais du coup, sur Gazidja, et même un Gazidja, les dépenses du Honda ne sont pas les mêmes selon les villes et les villages. Il y a une copine il n'y a pas longtemps qui n'est pas de Moroni qui me dit non mais de toute façon Moroni, India. En gros, c'est pas un vrai Honda parce qu'on ne dépense plus autant que dans certains villages. Je sais pas, je suis pas du tout une spécialiste. Mais plusieurs Katiba, plusieurs réformes du Honda à Moroni qui fait que aujourd'hui, je sais pas moi, pour Moroni par exemple, on va limiter le nombre de paoli qu'on va donner à la. Voilà, on va poser un plancher, pas aller au-delà, d'accord. Pour l'argent qu'on va donner, on va pas aller au-delà. Donc il y a une certaine limitation qui prend en compte l'inflation, j'ai envie de dire, le coût de la vie. Dans d'autres villages, c'est pas du tout la même chose. Donc quand ma copine me disait ça, elle me dit ah bon, les euros c'est combien? Elle me dit elle m'a dit la somme, du coup je dirais pas son village parce que pas de problème. Et j'étais là, d'accord, ok, très bien, bon courage. Et il y a des cérémonies qui ne se font plus, par exemple à Moroni. Je suis pas experte du reste. Donc si j'ai dit une bêtise, désolée. Par exemple, Zembeza Karam, on le fait plus à Moroni, mais dans d'autres villages, ça se fait. Ou alors c'est fait sous une autre forme, plutôt monétaire, etc. Donc ça dépend vraiment de là où on vient, mais ça reste une dépense. Et c'est une dépense parce que les gens veulent, on accède à un certain statut par le Honda. Et donc pour des personnes, je ne sais pas si pour la génération de nos parents par exemple, s'ils voient leur vie aux Comores, j'imagine qu'ils veulent pouvoir assister à des bangouets, etc. et pouvoir parler. Mais encore une fois, c'est biaisé parce qu'on a une notabilité masculine qui s'exprime, qui prend des décisions publiquement, et la notabilité féminine, parce que Mbundima, c'est aussi la femme. Donc la femme aussi, par le Honda, accède à un certain statut qui ne prend pas sa place de manière aussi affirmée. Peut-être pas affirmée, parce qu'elle va s'affirmer, mais dans certains sujets. D'accord. Non, vraiment, quand je prends l'exemple des Kativa, c'est vraiment les femmes qui ont fait l'Honda qui sont réunies, voilà, et idem pour les hommes. Mais la notabilité masculine comorienne va s'exprimer sur des sujets politiques et sociétaux. La notabilité féminine ne s'exprime pas. Ou alors elle le fait, mais je ne suis pas au courant. Moi, je n'avais même pas conscience de son existence, honnêtement. Enfin, la notabilité masculine, je la vois, elle est surreprésentée, exactement. Mais la notabilité féminine, j'en avais aucune conscience. Et hier soir, alors il devait être genre 1h du matin. Alors, c'était même pas hier, c'était ce matin, du coup, 1h voire 2h du matin, je parlais avec une amie de ce sujet-là. Et on parle, et il y avait son père qui était à côté et qui dit mais il y a aussi une notabilité féminine. Moi je ne le savais pas parce que je ne la vois pas, ou peut-être que je la vois mais elle ne s'affirme pas de la même façon. Tu vas la voir, peut-être que tu essaies de se visibiliser parce qu'encore une fois on va la voir quand elle va aller dans le machoulier. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas les faire avec le collier, au hongo, etc. Là tu sais que elle a fait l'Honda, parce qu'encore une fois il n'y a que les femmes qui ont fait l'Honda qui portent ces vêtements-là. Mais effectivement, par exemple dans un maulid, la femme elle va pas porter tous ses bijoux. Alors que l'homme va porter son parfum même pour aller prier. Yes. Bon, effectivement. Et comme elle ne parle pas aussi publiquement, donc on peut penser qu'elle n'existe pas, mais en fait, quand ils font le Honda, l'homme et la femme sont notables. L'homme et la femme ont leur voix sur la société. Donc après, ça rentre dans le cadre de ce que je te dis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un travail de. En tout cas, on s'est efforcé d'invisibiliser la femme comorienne. Alors que, tant d'un point de vue traditionnel
historique, que politique, etc., la femme comorienne a toujours eu une place, jusqu'à pas si longtemps que ça, dans la société comorienne. Et une place qui était visible. Et à quel moment ce virage a eu lieu selon toi? J'ai plutôt l'impression que c'est après, à partir des années 90, hein, ou peut-être même 80. Parce que dans les années 70, donc tous les mouvements de lutte pour l'indépendance, il y avait des femmes qui étaient au maquis, il y avait des femmes sous Alice Soigné, il y avait des femmes militantes, des femmes journalistes, des femmes politiques, c'était à ce moment-là. Vient Maïd Abdallah, donc cette espèce de parti unique, retour à nos traditions. Donc, et Soigné avait commencé à dévoiler les femmes, envoyer les femmes à l'école, etc. Donc, on a cette espèce de retour à la tradition, à la femme qu'on met de côté, etc. Et donc, à partir des années 90, où la femme, où les Comoriens votent pour la première fois, on sait qu'il y a des femmes qui accèdent à des postes à responsabilité, mais on met de côté dans notre histoire, dans notre société, le rôle de la femme comorienne militante, politique, journaliste, première journaliste dans les années 70. La première femme qui était là, il y a eu un crash, on en parlait d'un fois avec des copines, il y a eu un crash d'un avion dans les années 80-90. La première qui a été pour sauver des personnes, les individus qui étaient dans cet avion-là, était une femme. C'était une prof de sport, etc. Mais on l'a invisibilisée. Et tout ce qu'on a retenu dans les médias, c'est les jeunes comoriens, c'est parti piller les débris d'avion. D'accord. Et jusqu'à, on en parlait, on se dit, mais comment elle s'appelle cette femme-là? On ne se souvenait plus d'elle. Donc on met en avant les reines, les gens. Oui, d'accord, très bien, mais soyons plus contemporains en fait. Il y a des femmes contemporaines aujourd'hui qui ont une place importante. Et ça a toujours été le cas. Donc à partir des années 90, après il y a une influence des écoles islamiques plus salafistes, etc., qui s'insèrent dans notre société, qui veulent, qui changent un peu notre culture, alors qu'on a une culture bantoue, donc encore une fois, originaire, bantoue, matrilinéaire, locale, qui fait que la femme avait une place importante, avait un rôle important, et a un rôle, mais que voilà, on ne veut pas voir, on veut mettre de côté. Donc, à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que tu as foi dans les générations qui vont suivre? Est-ce que tu penses que là, tous ces problèmes que l'on rencontre sont purement générationnels et qu'avec la jeunesse, etc., ça devrait changer? Ou est-ce que tu penses que dans 20 ans, 30 ans, on en reviendra encore au même débat? Je suis un peu embêtée par cette question. Parce qu'à vrai dire, je trouve que la génération de nos parents était plus ouverte que la nôtre. D'accord. Dans quel sens? Ils étaient révolutionnaires. Je sais pas, je dis pas que la femme doit se dévoiler pour être libre, hein, loin de moi cette idée-là. Mais j'ai des photos de ma famille, d'autres pères, d'autres femmes autour de moi qui me parlent de leurs parents, où elles militaient, où elles étaient en elles étaient en afro. Il y avait une espèce de mouvement comme ça. On m'a raconté, on m'a dit une fois, oui, non, mais de toute façon, tes oncles et tes tantes, certains étaient au Front démocratique, ou des mouvements qui étaient athées, qui étaient communistes, marxistes, etc. Ou qui s'exprimaient, qui pouvaient s'exprimer, donc il y avait des hommes et des femmes dedans. On m'avait dit aussi, mais t'as ton oncle, il roulait en moto à Badjana avec sa copine et qui avait les cheveux lâchés en jean. Aujourd'hui, je fais ça, mais ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Voilà. D'autres copines me disent non, mais moi, ma grand-mère, elle a milité à Iconi, etc. Pour Alice Soigné, c'était une des premières militantes. Et aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc j'ai un peu l'impression que les générations de nos parents étaient plus ouvertes. La nôtre, limite, elle se bat pour être encore plus conservatrice que leur génération. Mais en même temps, j'ai de l'espoir. Enfin, je suis obligée d'avoir de l'espoir, en fait. Parce que je peux pas être militante et ne pas avoir d'espoir. J'ai l'espoir que ça va changer, peut-être pas pour mes enfants, mais que dans mes arrière-petits-enfants, j'espère, c'est un discours qui portera et que les futures générations prendront conscience qu'en fait, en tant qu'être humain, une femme doit être respectée. En tant qu'être humain, elle a la même chose que moi, elle est aussi libre que moi et elle fait ce qu'elle veut et qu'il n'y a pas d'injonction liée, genrée, liée à son sexe.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'y croire en fait. Parce que je ne peux pas militer si je n'y crois pas. Je comprends. Mais c'est marrant parce que je m'attendais vraiment pas à cette réponse. Vraiment pas. Parce que j'ai tout le temps en tête le fait que la jeunesse, alors toute génération dans l'histoire confondue, qu'elle serait porteuse en fait d'avancées, d'amélioration, de revendications. C'est pas. Alors les premières manifestations comoriennes, les premières grosses mobilisations sont passées par les étudiants, par la jeunesse comorienne. D'ailleurs, ce sont les étudiants comoriens étaient précurseurs de 68. D'accord. Il y a une révolution en 68 aux Comores avant que ça n'ait lieu en France et ailleurs. D'accord. Pareil, dans les années 80, fin 80, une grosse révolution des étudiants moyens qui était suivie par les étudiants de Gazvia, etc. J'ai pas souvenir de grève étudiante comorienne ces 10 dernières années. Ou aussi grosse, qui était facteur, voilà, mais qui était facteur de changement, de mobilisation, etc., qui ont fait une espèce de convergence des luttes. J'en ai pas en tête ces 10 ou 15 dernières années. Est-ce qu'il y a un autre message que tu aurais voulu faire passer? Ce sont des jeunes ou des femmes, des hommes, des gens qui nous regardent. Je le répète, mais ça me perd parce que je l'ai vraiment entendu dans un milieu professionnel et puis on a dit vraiment non, c'est rien. Non, c'est pas rien, en fait. C'est grave. On n'a pas le droit de vous toucher si vous ne voulez pas. Les hommes comoriens, arrêtez d'être complices. Dites les choses. Dénoncez ce qui se passe autour de vous. Parce que quand vous ne dénoncez pas, vous êtes complices. Et engagez-vous, en fait. Si ça vous heurte, si ce qui se passe autour de vous vous heurte, engagez-vous. Trouvez, il y a une militante afroféministe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fania Noël, qui dit s'il y a des choses qui vous heurtent, si vous êtes en colère contre quelque chose, trouvez une structure qui existe déjà, engagez-vous et luttez pour ça. Et si cette structure-là n'existe pas, créez-la. Donc en fait, faites ça en fait. Trouvez une asso qui vous convient et engagez-vous. Si ça ne vous convient pas et si ça n'existe pas, créez-la et faites porter votre voix parce que votre voix compte. Tant en tant que Français d'origine comorienne en France qu'en tant que Comorien là-bas en fait. Parce que c'est beaucoup trop simple de dire la société veut que ou la religion veut que. À un moment, la société c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc parlez, ouvrez la bouche, vous trouverez toujours à un moment ou à un autre, vous trouverez quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous comprendre. Mais ne minimisez pas, le bien-être physique et émotionnel. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup de la charge mentale, de la psychologie, des émotions, mais c'est hyper important de prendre soin de soi, de s'assurer qu'on est dans un environnement sain, bienveillant, et de refuser d'être avec des gens qui vous, je vais être vulgaire, mais qui vous bouffent la vie, qui vous bouffent le mental. Non, dites non. Et d'abord vous. Vraiment vous d'abord. Et voilà. Bon. Sur ces mots, notre rencontre prend fin. N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, c'est vraiment une invitation, c'est pas du tout un conflit qu'on initie. Donc si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Si vous avez des engagements à prendre, c'est le moment. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment. Et je vous dis à très bientôt. C'est bon? Ouais. Nickel.